Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous retrouver, Madame et Messieurs, pour les comptes de ces magazines Questions électorales. C'est votre magazine qui vous retrace le parcours des élections, car vous savez sans doute que le train de la CENI est en marche. La CENI a franchi l'étape des dépôts des candidatures des députés nationaux, députés provinciaux. Maintenant, nous sommes à l'étape de la présidentielle. Alors, Madame, Messieurs, bienvenue à vous. Ce soir, nous allons donner la parole à un député national, puisqu'on parle des élections. Lui, il est déjà député et il le sera, ça c'est vraiment une prophétie. Il s'agit de l'honorable Victor Kitenge Kanyama Pen Kanyama, c'est comme ça qu'il aime qu'on l'appelle. Honorable, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame et merci encore une fois de plus de m'inviter à votre émission que j'aime beaucoup. Ok, ça a toujours été un plaisir pour moi de vous recevoir. Vous êtes député national, comment vous allez? Je vais bien, je vais bien. En tout cas, il n'y a pas de problème sur le plan de la santé. Je vais bien. Et politiquement parlant aussi, je pense que nous nous portons bien en tant que notre parti, c'est-à-dire l'Alliance des démocrates ADP, des démocrates pour le progrès. Nous nous portons bien aussi et nous nous préparons, comme vous le savez bien, aux échéances à venir. Le calendrier tel qu'il a été publié par la CENI, on est en train de le suivre pas à pas. Et aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé à l'introduction de cette émission, on en est arrivé maintenant au dépôt des candidatures au niveau de la présidentielle. Ça veut dire que nous avançons petit à petit vers la date fatidique. Nous pouvons même déjà commencer à dire jour J-. On commence déjà à compter les jours. On commence déjà à faire le décompte. Voilà. Donc voilà, nous sommes là, ça va. D'accord, honorable Victor, vous marchez au rythme des élections. Madame, je suis avec l'honorable Victor, on va parler de quelques thématiques, notamment on va parler du processus électoral, qui est les candidats de l'ADP à l'élection présidentielle. Ça c'est une grande question que l'honorable devra nous répondre. On va parler de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, une situation qui perdure jusqu'à présent, et on va aussi parler de ces carnages de Goma qui a fait couler du sang. Alors, honorable, vous êtes honorable, pour ne pas dire le seul de l'ADP. Peut-être dans la législature qui vient, vous aurez beaucoup de députés au sein de l'ADP. Alors, j'aimerais d'abord savoir qui sera, ou qui est votre candidat à la présidentielle. Oh, très très bonne question. Peut-être que c'est une question qui aurait dû être posée à un responsable du parti, à un plus haut responsable du parti. Mais vous représentez déjà les partis à l'Assemblée nationale. Oui. Mais je vais quand même y répondre, parce que la langue de bois, ça ne me connaît pas. Voilà. Donc je vais répondre de façon claire. Nous, notre candidat a toujours été, et ce depuis très longtemps. Nous l'avons dit, nous l'avons répété depuis plusieurs mois maintenant, je peux même dire plus d'une année, que le président national indisponible actuellement parce qu'il occupe une fonction au sein du gouvernement, avait en son temps, je dis il y a plus d'une année, dit de façon claire que nous allons soutenir la candidature de son Excellence M. Antoine Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi, si jamais il lui arrivait de décider de postuler à la présidentielle. Et comme nous sommes en train de cheminer petit à petit vers cette échéance-là, vers cette circonstance-là, nous allons répéter le même discours. Nous voulons effectivement que le chef de l'État actuel, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, postule pour ainsi nous permettre, nous, ADP, de soutenir cette candidature, de faire sa campagne, que ce soit à Katakokombe ou
notre circonscription électorale, mais aussi ailleurs, à travers la République démocratique du Congo, où le parti ADP a bien un ancrage sérieux. Voilà, donc c'est le chef de l'État. Et pour plusieurs raisons. Oui, allez-y, avancez. La première raison, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi est parmi les rares, dès l'entame de son mandat, qui a commencé à poser des actes là, effectivement, où on attend voir l'État congolais poser des actes. Il a commencé à poser des actes où? Au niveau de l'éducation nationale. Okay. Vous n'êtes pas sans ignorer que notre pays, avec toutes les guerres que nous avons connues, tous les problèmes que nous avons connus, à un certain moment, a eu de sérieuses difficultés au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement. Au point que, dans certains coins de la République, nous déplorons le niveau, la baisse du niveau de l'enseignement. Et quand il est arrivé, la première chose qu'il fait, c'est quoi? La gratuité de l'enseignement. Je ne refuse pas que c'est quelque chose qui était prévu dans la Constitution, mais il faut que nous reconnaissions aussi que cette Constitution est vieille depuis 2000, a commencé en 2006. 2006, ça date de longtemps, oui. Ça date de longtemps. Oui. Mais cela n'avait pas été mis en œuvre. Il a fallu attendre son arrivée pour que, effectivement, cela soit mis en œuvre. Et pour cette raison, nous disons que nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre pour continuer sur cette lancée-là. Vous savez, quand on parle de la refondation d'une nation, quels sont les secteurs piliers sur lesquels il faut intervenir? Si ce n'est d'abord l'éducation, c'est-à-dire l'enseignement, et de deux, on passe à autre chose. Lui, il a commencé d'abord par ce secteur. L'éducation, comme s'il a été révélé. Oui, c'est comme si c'est le Saint-Esprit, oui, qui lui a dit. Mais certainement, c'est l'expérience, certainement aussi l'amour du pays, certainement aussi la volonté de voir ce pays jouer le rôle qui lui revient naturellement dans les concerts des nations. Parce que tant que nous n'avons pas des gens bien formés, comment voulez-vous que nous soyons considérés? Comment voulez-vous qu'on nous respecte? Que ce soit en Afrique, que ce soit dans notre sous-région, en Afrique ou à travers le monde. C'est pas possible. Donc il n'y a que quelqu'un qui a une vision de grandeur pour la République démocratique du Congo qui peut, une fois arrivé au pouvoir, décider comme ça d'appuyer sur ce bouton-là, enseignement, éducation. Et il l'a fait. Il l'a fait et nous connaissons les résultats aujourd'hui. Combien d'élèves, d'écoliers, d'enfants, nos enfants, qui n'étudiaient pas, mais qui étudient aujourd'hui. Vous voyez les statistiques. Allez au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et technique ou professionnel. Oui, EPST. Technique. Oui. Allez là-bas, on va vous donner les statistiques. C'est énorme. On a récupéré tous ces enfants qui étaient en dehors de la scolarité. On les a récupérés tous. Et allez voir également dans le budget combien l'État congolais a consenti ou consent pour ça, pour la formation. Donc pour l'éducation. Pour l'éducation, la formation de ces enfants, parce que l'avenir de ces pays repose sur ces enfants-là. Oui, exact, oui. Donc nous, pour cette raison... Vous badinez pas, c'est Félix. Non, il n'y a pas autre chose. Il n'y a aucune autre personne que celle-là. Deuxième chose, parce qu'on n'en a pas parlé assez. Depuis que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, sur le plan social, moi je vais à Katako souvent, parce que les gens pensent que... Votre fief électoral. Oui, les gens pensent que quand on parle République démocratique du Congo, on ne voit que Kinshasa. C'est une erreur. Kinshasa, c'est aussi l'intérieur
Kinshasa, c'est aussi Katakokombe, au même titre que les autres territoires. Les 145 autres, disons 144 autres territoires. Vous avez levé quel territoire là? Non, Katako, parce que je l'ai déjà cité. Ok. Oui. Et là-bas aussi vivent nos concitoyens. Ils vivent aussi là-bas. Et moi, je vois combien leur vie, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, je vois combien leur vie est en train de changer positivement. Pour ceux qui ne touchaient pas leur salaire, les fonctionnaires et les enseignants, ils commencent à toucher. Lorsqu'ils touchaient 100 000 par exemple, aujourd'hui ils sont à plus ou moins 300 000 ou 400 000. Donc une augmentation de plus ou moins 30% dans leur salaire. Ok. Donc des actions palpables. Oui, je ne dis pas, et là il faut qu'on se comprenne, je ne dis pas qu'il faut s'arrêter là, je ne dis pas que c'est amplement suffisant, mais je dis, là je vois la volonté d'un homme, je vois sa volonté d'améliorer véritablement la vie de ses concitoyens. Je vois la volonté d'un homme, parce que lorsqu'on parle des salaires des fonctionnaires, ça veut dire on veut que l'administration publique fonctionne aussi convenablement. Je vois la volonté d'un homme derrière ça. C'est pour ça que je dis, la deuxième raison, c'est celle-là. La prise en charge sur le plan social. On voit combien il est en train de se battre pour que cela se réalise. Troisième raison. Il y a même plusieurs raisons là. Non, je continue. Troisième raison. C'est récent. On vient de parler de quoi? Couverture? Santé universelle. Santé universelle. Non, on est en train de... c'est comme si on était dans un rêve. Nous, en République démocratique du Congo, nous commençons à parler de la couverture de santé universelle. Nous, c'est-à-dire qu'on était, on n'avait pas les droits d'avoir cette couverture. Comment nous pouvions imaginer un seul instant que dans ce pays, quelqu'un puisse avoir le courage de dire désormais, nous voulons commencer ces programmes si ambitieux, mais aussi si intéressants, mais aussi si positifs pour nos frères et sœurs, pour nous tous. Est-ce qu'il y a 10 ans, 20 ans, on pouvait s'imaginer ça? Non, même pas. Non. Mais maintenant, on a commencé parce qu'on va y aller palier par palier. On a commencé déjà. Avec la gratuité de la maternité. Voilà. Et on va continuer. On n'a pas peur d'être surpeuplé? Non. Non. Vraiment? Non. Ça, c'est autre chose. C'est un autre débat que l'on pourra peut-être faire dans d'autres circonstances ou d'autres occasions. Mais aujourd'hui, parlons d'abord de ces actions-là. Ça, c'est la troisième action. J'aimerais, quand je parle de cette situation de la couverture universelle, de la santé universelle, je voudrais faire allusion, par exemple, à la construction des hôpitaux et des centres de santé. Réhabilitation. Regarde un peu ce qu'on fait à Mamayemo. Regarde ce qui arrive à Mamayemo. Plus qu'une réhabilitation, c'est une construction de nouvelles bâtisses, d'un nouvel hôpital, carrément. Modernisation. Oui, complètement. Qui pouvait y croire? Qui pouvait y croire? Aller revêtir cette belle robe. Sa plus belle robe. Voilà. Qui pouvait croire? Mais il l'a fait. Il l'a fait. Je vois, dans le programme, il y a autre chose. Les 145 territoires. On en a parlé la fois passée, j'aimerais en parler encore. Parce qu'il y en a qui veulent qu'on passe trop vite sur ce genre de choses. Alors que, pour la première fois, il y a quelqu'un qui a pensé qu'effectivement, il n'y a pas que Kinshasa. Il y a aussi des provinces. Il y a les provinces. Et donc, il faut qu'on pense à tous les 145 territoires. Et ce programme touche tous les 145 territoires, y compris Katakokombe. Ah, vous aimez tellement Katakokombe? Non, ça veut dire que c'est vrai que mon mandat, il est national. Oui. Mais je suis censé mieux
maîtriser la situation des Katakokombe que d'ailleurs. Ça, c'est clair. Oui, parce que quand je vais en vacances parlementaires, je ne vais pas dans d'autres territoires. Je vais dans ma circonscription. Je vais à Katakokombe. Mais vous revenez quand même, c'est bien, oui. Oui. Et donc, je connais très bien cette situation de Katakokombe. Tout ce qu'ils ont comme problème, je connais. Et je vous dis qu'avec le programme de 145 territoires, nous avons de la chance de voir Katako commencer petit à petit à sortir de l'oubli dans lequel il se trouvait pendant très longtemps. Katako a été oublié, alors que c'est le territoire d'origine du héros national, Lumumba. Oui. Et fort heureusement, le chef de l'État a déjà été même jusqu'au village du héros national, Patrice Emery Lumumba. Voilà. Donc, voilà tellement de points qui vous poussent à soutenir. Et je peux les citer. Nous allons passer toute la journée ici. Je voudrais ajouter un autre élément. Oui, allez-y. Et cette fois-là, cet élément touche directement Katakokombe. Le chef de l'État a ordonné qu'on finance la réhabilitation, que dis-je, la construction, parce que la route là était complètement bouchée, il n'y avait plus rien. La reconstruction pratiquement de la route, maintenant, ou reliant le chef-lieu du territoire des Katako à Lumumba-ville. Et donc, la ville qui a été instituée en l'honneur ou en hommage au héros national Patrice Emery Lumumba. Et il a ordonné. Il a ordonné qu'on finance. On a financé, les travaux ont commencé. Mais aujourd'hui, on a un petit problème. Un petit problème, c'est que le pont qui a été construit sur l'une des grandes rivières s'est écroulé. Et donc, mal construit. Oui, je pense que ça a été, peut-être techniquement, il y avait peut-être des problèmes. Il y a des reproches qu'on peut faire aux ingénieurs qui ont conçu et ceux qui ont construit ce pont-là. En tout cas, le pont s'est écroulé. Et maintenant, il y a nécessité à ce que le FPI, qui a reçu l'instruction de financer la réhabilitation de cette route, puisse encore, parce qu'on lui a déjà envoyé un avenant au contrat, expliquant tout ce qui s'est passé, que le FPI puisse encore débourser de l'argent pour mettre fin, pour achever complètement les travaux dont il est question. Ok, très bien. Vous comprenez, madame, messieurs, que l'ADP soutient la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi par rapport à l'éducation. Il y a la santé, il y a les infrastructures, quand on parle de Sankoro, directement. Alors, qu'aideriez-vous, honorable, à toutes ces mauvaises langues qui, jusqu'à présent, ne croient pas, d'abord, à l'organisation des élections en décembre 2023, ne croient pas à la vision du chef de l'État et qui pensent que non, c'est un échec total? Madame, je dois reconnaître que nous avons un problème dans ce pays. Le problème, c'est lequel? C'est que la politique politicienne a pris le pas sur le bon sens et sur la logique. Ces deux-là sont pratiquement mis à l'index. Et la politique politicienne a pris le dessus sur tout. Or, quand on parle de la politique politicienne, ça veut dire la partisanerie. Ça veut dire plus personne ne dit la vérité aujourd'hui. L'objectivité est loin dans nos discours. Dans nos discours, lorsqu'on est de l'opposition, tout ce qui s'est fait, il faut toujours nier. Non, il faut nier. Même si c'est du bien, il faut refuser. Il faut tout refuser. Malheureusement, c'est cela notre époque. Je prie mon Dieu tous les jours pour que nous sortions de cette époque-là, parce que ça ne nous avance pas. Le chef de l'État a fait énormément des choses. Et il a besoin d'un deuxième mandat pour continuer à les faire, pour parachever son œuvre qu'il a commencé. Il a fait énormément de choses, que ce soit ici à Kinshasa ou ailleurs, même sur le plan sécuritaire, que les gens aiment beaucoup parler, surtout de la sécurité au niveau de l'Est. L'Est, aujourd'hui, c'est élargi. C'est plus avant l'Est, il y a la capitale, il y a Goma, dans la situation sécuritaire, en gros. Comme si il n'a rien fait là-bas.
Et pourtant, il a fait énormément. Et s'il ne l'avait pas fait tel qu'il l'avait fait, nous serions en train de parler d'autre chose maintenant. Peut-être que Goma serait déjà entre les mains des assaillants. Parce que eux, ils ne démordent pas. Ils continuent, ils ont un plan. Ils ont un projet. Et leur projet, c'est de contrôler nos richesses. Leur projet, c'est de nous contrôler. C'est ça la vraie cause. C'est ça la vraie cause. Nous contrôler. C'est ça leur projet. Alors, si nous ne sommes pas conscients de cet état de choses en tant que nation, collectivement, si nous ne prenons pas conscience de ça, et collectivement, si nous ne prenons pas la décision de nous défendre, ça va être quelque chose de dramatique. Ce sera catastrophique. Donc, il y a de ceux qui pensent qu'il fallait déclarer la guerre, parce que le chef d'État a tout fait. Et il a mis en place l'état des sièges, mais la guerre continue, persiste à l'est du pays. Alors, en tant que représentant du peuple, que pensez-vous de cette situation sécuritaire à l'est de la RDC? La situation sécuritaire à l'est, même si les gens vont être étonnés, on est en train d'avancer. Il y a des avancements. Oui, on est en train d'avancer. La politique que le chef de l'État a adoptée, celle d'abord de reconnaître, d'abord d'identifier l'ennemi. Il fallait l'identifier, bien l'identifier. Parce que ça ne sert à rien de vous battre sans connaître la personne contre qui vous vous battez. Oui, ne fût-ce que sur le plan de la stratégie militaire et autres. Si vous ne connaissez pas l'ennemi, mais vous risquez de passer à côté. Vous ne ferez rien. D'abord, c'était ça, la première chose. Connaître c'est qui notre ennemi. Il faut l'identifier. Et il a fait un travail formidable là-dessus. On a identifié l'ennemi. Et aujourd'hui, le monde entier sait qui est notre ennemi, qui est notre agresseur. Le monde entier connaît ça. Aujourd'hui, il l'a déclaré dans toutes les tribunes. Il a déclaré que ce soit lui, que ce soit son ministre des Affaires étrangères, je voudrais le citer, le VPM Lutundula, tous les deux, avec leur bâton de pèlerin en main, ils ont circulé par-ci par-là et ont pu démontrer devant la face du monde que notre agresseur, ce n'est pas le M23, mais plutôt le Rwanda. C'est déjà une... Donc l'ennemi est connu. L'ennemi est connu, c'est une très très belle victoire pour nous. Aujourd'hui, le Rwanda peine à faire passer son message. Ne vous en faites pas. Le Rwanda peine à faire passer son message. Et le nôtre, maintenant, commence à passer. Nous sommes devenus, j'ai envie de dire, audibles. On commence à nous accorder quand même une certaine attention. J'en suis un tout petit peu témoin. Comment? Oui, j'en suis témoin. Je le vois, je le sens. La communauté internationale, même si cette histoire-là aussi, il y a beaucoup d'hypocrites là-dedans, mais entre nous, nous avons fait des avancées énormes. De deux, une guerre ou une situation d'insécurité qui a commencé depuis des années, plusieurs années, trentaine même, que ça brûle à l'Est. Ne vous imaginez tout de même pas qu'en l'espace de 2 ans, 4 ans, vous allez terminer cette histoire. Non, ne vous imaginez pas que c'est par comme ça, les claquements de doigts, terminé, on a résolu le problème. Non, parce que pendant tout ce temps, l'ennemi, lui, nous a étudiés. Il nous a étudiés. Il nous a infiltrés. Il s'est infiltré dans toutes nos institutions. Même dans l'armée. Même dans l'armée. Lorsque vous pensez avoir affaire à votre armée, alors que cette armée est commandée parfois, en tout cas certaines unités ou certaines brigades ou encore des bataillons qui sont commandés par des gens qui obéissent au doigt et à l'œil de leur champion, de leur chef, qui se trouve à l'extérieur du pays.
Vous pensez qu'il est en train de combattre pour nous? Non, lui, il combat. Du côté de l'ennemi. Lui, il a un autre agenda. Lorsque on se retrouve dans un tel contexte, ce n'est pas évident. C'est pourquoi je salue la mesure que nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avions prise pour dire désormais, jamais plus question de brassage, jamais plus question de mixage, jamais, parce que c'est une passerelle que ces gens-là se sont créés pour faire entrer l'ennemi, pour entrer chez nous. C'est une porte d'entrée. Oui, c'est une porte d'entrée. Oui. Alors, si on suit bien, ou bien si on respecte bien cette recommandation de l'Assemblée nationale, nous avons ainsi fermé la porte à ces gens. Du moins, on a fermé une porte. Mais il y en a plusieurs autres. Qu'on doit fermer encore. Oui, qu'on doit fermer, qu'on doit continuer à former. Comment? Tel que quoi? Tel que quoi? Alors. Parce qu'on parle de brassage, mixage fini. Oui. Oui. Je voudrais aussi vous dire une chose, parce qu'il y a un programme pour le désarmement, les ceci et tout ça. Ces programmes-là, il faut sérieusement le penser. Et il faut responsabiliser des gens dont on est sûr. Des gens dont on est sûr. Une fois de plus, je reviens sur la question de la conscience congolaise. Le Congolais. Qui, d'entre nous, est capable de faire ce travail-là et de le faire en toute conscience. Il faut trouver cet oiseau rare. Je dis rare, parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, hélas, je ne veux pas, nous sommes en difficulté. Je n'irai pas jusqu'à dire, comme quelqu'un disait qu'il cherchait 15 collaborateurs, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais je vous assure que nous avons un problème sérieux de ce point de vue-là. Oui, la démobilisation et tout ça, ça ne concerne pas que le M23 par exemple, ça concerne aussi beaucoup d'autres groupes. Ils pilulent, ils sont nombreux les groupes armés en République démocratique du Congo et à l'Est. Ils sont nombreux, on parle des centaines de groupes armés. Alors pose-toi la question de savoir, mais pourquoi autant de groupes armés, mais qui leur donne des armes? C'est ça. C'est-à-dire il y a un problème de trafic d'armes là-bas, incontrôlé par l'armée et par nos services de sécurité. Ça aussi, c'est un problème, il faut fermer cette porte-là. Donc voilà autant de pistes de solutions. Oui, à l'Est, il y a des gens qui ont leurs groupes armés, des individus qui ont leur maïmaï. Des individus? Oui. Ok. Ils ont leur maïmaï. Alors comment on peut établir un contrôle sérieux? Comment on peut assurer une sécurité sérieuse lorsque des individus ont leurs groupes armés? C'est pourquoi je suis en train de parler de l'opération de DDR. Donc il faut veiller à tout ça, oui. Non, il faut sérieusement veiller à ça. Mais derrière ça, il faut que notre armée et nos services de sécurité fassent convenablement leur travail. Parce que ça ne sert à rien de démobiliser. Combien de fois on a démobilisé les gens qui, quelque temps après, se sont retrouvés? Oui, c'est ça aussi les problèmes. Donc, on est dans un cercle vicieux. Non, oui, ils partent, ils sortent 2 jours, 3 jours après, ils reviennent. On les démobilise aujourd'hui, 1 mois après, ils sont revenus, ils reforment, ils reconstituent leur groupe et relancent les hostilités. C'est pas un dossier facile, ça il faut le reconnaître. C'est pas un dossier facile. Il faut arriver à convaincre nos frères, certains frères de l'Est, je ne dis pas tous, que la sécurité, il faut arriver à les convaincre que la sécurité, c'est l'affaire de l'État et non des individus. Mais comment arriver à les convaincre? Je pense que c'est en faisant ce qu'on est en train de faire actuellement. On forme notre armée, on réforme notre armée, on la rend de plus en plus compétitive, forte. Ok? Ce n'est que dans ces conditions que nous pourrons un jour dire, voilà, nous avons atteint l'objectif. Oui. Alors, dans ce sens-là, puisque vous avez dit, vous luttez contre le mixage, brassage, vous luttez tout ça, mais il n'y a pas longtemps, on a appris ces carnages de Goma. Nos militaires,
Donc, c'était pas de rebelles qui ont tué les civils congolais, mais ce sont nos militaires à nous, nos FARDC, qui ont tué. Alors, dans ce sens-là, comment évoluer avec une telle armée? Je voudrais d'abord dire toute ma compassion à ces familles qui ont été touchées par cette affaire-là, qui ont été touchées par ça. Je déplore ce comportement, je déplore ces faits-là, je le condamne aussi. Je le condamne aussi. Il ne faut pas oublier que l'article 16 de notre Constitution dit que l'être humain est sacré. Donc la vie est sacrée. On ne peut pas y toucher n'importe comment. On ne peut pas. Et que ça arrive maintenant, dans le contexte que nous connaissons, c'est encore pire. C'est encore pire. Nous sommes au Nord Kivu, à Goma. Goma se trouve sous état de siège. C'est vrai que le contexte aussi, il faut comprendre le contexte. C'est un contexte de guerre. On est en guerre. En guerre, mais c'était une manifestation. Oui. L'armée est censée protéger la manifestation où non, loin de moi l'idée de défendre qui que ce soit. Oui, parce que je ne peux pas, je ne me vois pas défendre une telle bêtise. C'est une grosse bêtise qui avait été commise. Mais maintenant, pour que nous arrivions à comprendre le pourquoi de ça, parce qu'il y a un pourquoi, il y a une explication derrière ça. Comment ils s'en sont arrivés à tirer comme ça sur les manifestants, à bout portant, semble-t-il. Mais il faut qu'on comprenne, il faut qu'on le sache. Mais pour comprendre ça, il faut savoir que l'État fonctionne. L'État congolais existe. L'État congolais, dès qu'un fait comme ça arrive, il y a une justice qui existe, qui va faire ses enquêtes. Oui, qui va faire ses enquêtes, qui va découvrir ce qu'elle va découvrir. Et c'est à l'occasion du procès que nous tous, nous saurons réellement ce qui s'est passé. Parce que nous n'avons pas l'habitude de voir nos militaires se comporter comme ça. C'est ça. N'est-ce pas? Oui, c'est surtout ça qui choque les gens. C'est notre armée. Comment expliquer que subitement, un jour ou une nuit, ils décident de tuer des civils? Une cinquantaine, pas des 50 morts. Des dizaines de morts. Je préfère utiliser cette formule-là. Vous réduisez. Non, ce sont des dizaines. C'est plusieurs dizaines. Des morts. Non mais, ça, c'est pas quelque chose d'habituel. On n'a pas l'habitude de vivre des choses comme ça avec notre armée. Donc, forcément, on se pose des questions. On veut avoir des explications. Et les gens qui peuvent nous donner des explications, c'est la justice. Personne d'autre. Parce que la justice va entrer en profondeur pour savoir les pourquoi. Toi, tu étais où, commandant? Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les instructions ou les ordres que tu as donnés et tout ça. Mais il ne faut pas que nous allions devant la justice pour commencer déjà à donner nos explications comme je les entends ou je les lis sur les réseaux sociaux à gauche, à droite. Oh, c'est elle qui est responsable. Oh, c'est elle qui est... Et il y a eu même des arrestations. Non, les arrestations, là, c'est normal qu'ils soient arrêtés. Les responsables de l'armée qui étaient présents et qui ont donné un ordre quelconque, ou qui devaient donner un ordre quelconque et qui ne l'ont pas fait. Tous ces gens-là qui sont concernés par l'unité qui était descendue sur terrain et qui a tiré sur les manifestants, tous ces gens-là, normalement, quand les choses fonctionnent comme il se doit, doivent être interpellés et c'est normal. Et maintenant, c'est après que nous saurons ce qui s'est passé. C'est la justice qui va nous dire ce qui s'est passé. Donc, on laisse la justice faire le temps de faire son travail. Laissons la justice, laissons chaque institution, laissons chacun faire son travail tranquillement. Laissons la justice faire le sien. Nous saurons, nous tous, nous allons être informés. S'il y a des gens qui suivent, je ne sais pas si c'est retransmis en direct à la télé ou pas, mais même si ce n'est pas retransmis à la télé, je sais qu'il y a des chaînes, des réseaux sociaux et trucs, tout ça, qui sont en train de suivre ça. Donc nous saurons
nous pourrons nous faire une idée véritablement fondée ou basée sur des éléments probants, sortis du procès. Et en ce moment-là, nous pourrons nous faire une opinion. Mais avant ça, c'est des spéculations. On fait seulement des analyses. Oui, avant ça, c'est des spéculations. Et spéculer sur ce genre de questions ne me semble pas une attitude responsable et correcte. Voilà, honorable Victor Kitenge Kanyama Pen Kanyama, vous parlez tellement bien que les temps coulent rapidement. Alors, vous allez donner votre conclusion. Ma conclusion, je répète que nous, de l'ADP, Alliance des démocrates pour le progrès, nous, notre candidat à la présidentielle, c'est clair, c'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. C'est celui-là que nous allons soutenir. Notre président national l'avait déjà dit plusieurs fois. Nous le répétons aujourd'hui et pour plusieurs raisons que j'ai évoquées ici. Et d'ailleurs, je me suis limité à certaines et pas toutes. Je déplore ce qui s'est passé à Goma dernièrement, avec cette tuerie-là. Je le déplore et le condamne. Et dans l'entretemps, je demande quand même à ce que nous attendions les conclusions de la justice pour que nous sachions effectivement ce qui s'était passé. Ok. Honorable Victor Kitenge Kanyama Pen Kanyama, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous, madame. Voilà, madame, messieurs, je recevais pour vous l'honorable Victor Kitenge Kanyama Pen Kanyama. C'est comme ça qu'il aime qu'on l'appelle. Il est député national pour le compte de l'ADP, le parti cher au vice-premier ministre, ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula. Ensemble, nous allons essayer d'analyser, de parler du processus électoral avec l'élection présidentielle. On a aussi parlé de ces situations de l'Est qui perdurent. Elle a donné quelques pistes de solutions en tant que député national, expert en la matière. On a aussi parlé de ces carnages du Goma. Alors, merci à toi, Andrick Kapanzi. On va se retrouver prochainement.